Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19h50 et voici les titres du journal. À la une ce soir, une délégation belge menée par Philippe Courard a rencontré ses homologues camerounais à Yaoundé. Au menu, renforcer la coopération sur la démocratie et la gestion des déchets et donner un nouvel élan au partenariat signé en 2023. Au Cameroun, la violence envers les enfants atteint un seuil critique, qu'il s'agisse de violences sexuelles, d'exploitation, de maltraitance ou de non-scolarisation. Les cas se multiplient, laissant de nombreux enfants sans défense malgré les lois censées protéger. Les conséquences sont parfois dramatiques. L'urgence d'agir est capitale, surtout en ce 4 juin, journée internationale des enfants victimes. À Bafia, l'air vibre déjà au rythme de la tabaski et au foyer d'Ibrahim. C'est une véritable symphonie de préparatifs qui s'orchestrent. Le chef de famille et ses deux épouses sont sur le pont, prouvant que même dans une maisonnée aux multiples cœurs, l'harmonie est la meilleure des épices. Depuis les rives marocaines, un écho poignant traverse la Méditerranée, celui des étudiants camerounais confrontés à une détresse grandissante. Plus d'une centaine de jeunes partis en quête de savoir se retrouvent aujourd'hui dans une situation précaire. L'État camerounais ne leur a pas versé les bourses annuelles. Certains cumulent des arriérés qui s'étendent sur plusieurs années. Voilà pour les titres. Une délégation belge a rencontré des parlementaires camerounais à Yaoundé. L'objectif, renforcer la coopération sur la démocratie et la gestion des déchets et consolider un partenariat de 2023. Delphine Foncoutene et Serge Alain Zébou nous détaillent ces échanges. Face à leurs homologues camerounais, des parlementaires venus du plat pays, ils veulent donner corps au protocole signé le 11 mai 2023 entre le Parlement belge et celui du Cameroun. Un accord interparlementaire que les deux camps veulent désormais nourrir d'actions concrètes et utiles pour leurs populations respectives. Ensemble, on est plus fort. Je pense qu'on a chacun son expérience. Et cette expérience, elle peut bénéficier dans les deux sens aux deux pays. Et donc, moi, j'apprends beaucoup en venant au Cameroun. Et j'espère aussi contribuer à l'épanouissement des Camerounaises et des Camerounais dans le cadre de ce travail parlementaire qu'on va mettre en place ensemble. Au menu des priorités, le renforcement de la démocratie, la gestion durable des déchets ou encore la gouvernance administrative. Autant de chantiers à investir à deux voies dans l'écoute et le partage d'expériences. La séance de travail de ce mercredi, précédée d'une audience officielle, marque ainsi le coup d'envoi d'une coopération que l'on souhaite féconde. Elle va être une coopération de nos deux parlements, entre les parlementaires entre eux, mais il y aura une forte implication des deux administrations, des deux parlements. Conduite par Philippe Courard, président du groupe d'amitié interparlementaire, la délégation belge apporte aussi une invitation adressée à des députés et sénateurs camerounais, attendus très bientôt en Belgique. Une ambition partagée au cœur de cette dynamique, faire de l'Ars Cameroun-Belgique un modèle vivant de coopération parlementaire sud-nord. Les pluies torrentielles s'abattent sans répit sur 100 millimètres, causant des dégâts considérables. Le quartier d'Otuakam est particulièrement touché, vivant les conséquences dramatiques d'une nouvelle intempérie. Le bilan est lourd, des maisons effondrées, des commerces détruits et de nombreuses familles se retrouvent sans abri. Titi Freeman sur les images de notre correspondant Emmanuel Kweta. Des toitures emportées, des maisons éventrées. C'est le visage du quartier Otuakam, dont la ville de Sanmelima, après le passage d'une pluie orageuse. Face à l'ampleur des dégâts, les sinistrés sont sous le choc. Une grande pluie violente a commencé. Elle a emporté toutes les toitures de la cité, comme vous pouvez le constater. Directement, nous avons commencé à prendre les mesures pour sécuriser
les personnes d'abord avant les biens. Jusqu'à présent, nous ne déplorons pas des pertes en vies humaines, des petites blessures légères au niveau des enfants. Le GIC des planteurs et éleveurs de San Mulima a lui aussi été frappé de plein fouet. D'importants stocks emportés par les flots et surtout la perte de 75% de leurs poulets. Il y avait moins de 600 poulets de 40-45 jours. On a trouvé que les poulets étaient en train de mourir. Donc, on a fait les efforts pour évacuer les poulets, mais il n'y avait plus moyen. On a récupéré une petite quantité. Le reste est mort. Face à cette tragédie, les sinistrés appellent à l'aide, les yeux tournés vers les autorités. Je vous l'annonçais en titre, la multiplication des violences faites aux enfants atteint des proportions alarmantes, laissant victimes et familles souvent démunies face à l'horreur. Alors que la journée internationale des enfants victimes innocentes d'agression est célébrée ce 4 juin, ce fléau exige une réponse urgente, rappelant l'impératif absolu de protéger chaque enfant. Reportage Titi Freeman et Stéphane Binac. Au Cameroun, les cas de viol, meurtres, sévices corporels et maltraitance sur enfants sont légion et leurs conséquences sur les victimes et leurs familles multiples. Je vais commencer par le cas d'un enfant autiste qui avait disparu à Kribi et au bout de quelques jours, il a été retrouvé dans une voiture enfermée, sa dépouille en état de décomposition. Comment oublier le cas Orphée? Je vais terminer par le cas Matisse. C'est un cas qui nous choque tous. Donc des cas comme ça, il en existe beaucoup. Les victimes sont davantage affectées lorsqu'elles survivent. Même lorsqu'il y a un suivi psychologique, il y a toujours que des séquelles restent. Donc c'est parfois des traces indélébiles. Pour ces acteurs de la société civile, la justice camerounaise reste souvent trop passive. Un laxisme qui, selon eux, favorise la récidive. Plus ça va vite, mieux on est apaisé. Donc je pense qu'il faut qu'on mette tout en œuvre pour que les meurtriers soient retrouvés au plus tôt et qu'ils soient sévèrement punis. Donc ça va servir d'exemple aux autres qui ne pourront pas refaire la même chose. Face à la situation alarmante, ils plaident pour une approche plus préventive, informer, éduquer, alerter pour éviter le pire. Que les parents discutent avec leurs enfants pour au moins leur expliquer que si un tonton se comporte comme ça, toi agis, crie ou bien dénonce pour que les personnes qui sont tout autour sachent que tu es en danger. Des actions mises en lumière ce 4 juin à l'occasion de la Journée internationale des enfants victimes innocentes d'agression. Et malgré un arsenal juridique protecteur, la réalité est sombre. Ces jeunes victimes sont souvent sans défense et subissent des conséquences parfois irréversibles. Karel Mezatachouya, Serge Alain Zebou et Raoul Ngoufo. Ils sont nombreux, ces enfants, victimes innocentes d'agression au Cameroun. Selon une étude récente, plus de 91% d'entre eux subissent des violences physiques à la maison et 88% à l'école. Le cas récent de bébé Matisse, arraché à la vie de manière atroce le 10 mai dernier, continue de faire l'objet d'une profonde consternation. Sa jeune vie a été brisée par un acte de vengeance lié à une rixe entre son père et un individu sans foi ni loi, rappelant avec force l'urgence de protéger les enfants contre les violences. Il y a des faits de violence qui sont constatés dans les familles, mais qui sont tus. Peut-être par complicité, peut-être par peur de dénonciation, ou alors parce que se dit que l'État ne pourra plus rien faire. La situation est alarmante et l'urgence d'agir est criante. Hier, le délégué général à la sécurité nationale avec le ministre de la Justice, ils ont interpellé un juge qui a eu à traiter un cas d'abus de l'enfant. L'État s'est soulevé contre ça, donc ils sont bien protégés à ce niveau. Bien que la machine juridique de l'État ait les enfants sous son aile, force est de constater que beaucoup reste à faire pour garantir leur sécurité et leur bien-être. Il y a beaucoup à faire parce que si vous regardez les enfants qui fuient la guerre à l'extrême nord, nord-ouest et sud-ouest, vous voyez donc qu'ils ne sont pas bien protégés. D'abord, l'accès à certains, comme l'école, l'accès à l'eau potable, l'accès à la nourriture, ces enfants n'ont pas, mais ils sont innocents. La société civile, active dans la protection et la défense des droits des enfants, plaide pour une justice
efficace. Que l'État continue de jouer son rôle de protecteur, de censure, parce que ces victimes-là, généralement, ont un souhait, être rétablies dans leurs droits. Appel lancé ce 4 juin 2025 à l'occasion de la Journée internationale des enfants victimes innocentes d'agression. Alors à Bafia, où l'imminence de la fête de la Tabaski insuffle une atmosphère d'effervescence et de dévotion au sein du foyer d'Ibrahim, le chef de famille et ses deux épouses s'affairent aux ultimes préparatifs pour une célébration qui s'annonce empreinte d'harmonie et de convivialité. Le récit d'Aruna Zira sur les images de notre correspondant Espoir Anissé Baïha. Ici, au domicile d'Ali Ibrahim, les préparatifs pour la fête de la Tabaski battent leur plein. Le chef de famille et ses deux épouses sont à pied d'œuvre pour permettre à leurs convives de vivre un moment mémorable. Pour cette célébration, généralement, vous savez, quand on est polygame, on prévoit les moutons pour chaque épouse et pour soi-même. Donc ici chez moi, je crois que nous avons prévu 5 moutons. Pour cette célébration, Ibrahim a prévu d'immoler 5 moutons pour le sacrifice. Nous, généralement, nous achetons des moutons et nous essayons d'inviter nos amis, de vivre avec, même ceux qui sont chrétiens. Nous vivons avec eux, nous les invitons. Ces deux épouses ont déjà établi le menu spécial pour la fête. Nous arrangeons tout ensemble avec ma épouse. On fait tout au même moment. Au menu, nous avons du poulet. Généralement, le mouton est toujours au menu. Et il y a du riz, du couscous, des légumes et du poisson. Un peu de tout en fait. Bon, et on attend toujours nos invités à bras ouverts. Au mois de Tabaski, nous remercions beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala comme il nous a permis d'avoir la foi de ce mois béni. Et avec ma co-épouse et notre mari, nous avons arrangé pour cette fête d'inviter tous les musulmans et chrétiens et les voisins. Tout est prêt chez Ali Ibrahim pour la fête de Tabaski. Les portes seront ouvertes à tous, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. À moins de 48 heures de l'échéance fixée, l'incertitude plane sur les occupants des emprises de la route reliant le carrefour Lok-Bessou à Mbangué en passant par Lundi. Un communiqué émanant de la mairie de la ville de Douala annonce le début des opérations de démolition pour ce 5 juin 2025. Et sur le terrain, les riverains de ce tronçon demeurent dubitatifs face à cette mesure. Aruna Zira et Stéphane Bidak. Ici, le carrefour Lok-Bessou dans l'arrondissement de Douala 5e, tous vaquent à leurs occupations. Le communiqué de la mairie de la ville de Douala renseigne à suffisance sur l'imminence des démolitions. Le 5 juin 2025, délai de rigueur. Les nombreux cas de report à exécution sèment le doute dans l'esprit des concernés. Pour la plupart, ils veulent voir avant de croire. De cela 7 ans, on a marqué ici. D'ici jusqu'au carrefour Tampico, on a tracé des maisons, beaucoup ont cassé. Beaucoup ont chassé des locataires. Si vous évoluez là, vous allez voir les maisons qu'on a refaites il y a cela 2 ans. Bon, s'il faut regarder ce passé, vous pensez qu'on va les croire? Nous allons croire lorsqu'on va voir des engins. Les marques sur des bâtisses, la croix de Saint-André annonce les casses. Les plus futés s'arriment au métrage exigé pour, disent-ils, éviter les dégâts. Que si peut-être quelqu'un, ce jour-là, ça lui surprend, c'est que peut-être c'est quelqu'un qui est têtu ou bien quoi que ce soit. Parce que pour moi, déjà, je suis déjà mieux préparé par rapport à cela. À propos des dégâts, les grincements des dents résonnent. Nous sommes dépassés. On ne sait pas où aller. Depuis là, nous sommes là. N'importe qui, on ne dort plus. On réfléchit comment on va faire. On ne sait pas comment on va faire. Donc, nous sommes dépassés. La route dans le bitume est annoncée et attendue des usagers. On attend ça depuis. Si c'était depuis, ça devait déjà, mais il ne se fait pas tard dans la vie. Vraiment, ça va nous soulager. Longue de 9 km, la route de Lok-Bessou Lundi-Bangé est financée à hauteur de 11 milliards de francs CFA et permet de désenclaver toute la zone. En santé, allons savoir un peu plus sur la maladie de Newcastle, encore connue sur le surnom de la maladie virulente de Newcastle ou peste aviaire. Elle touche les espèces d'oiseaux domestiques et sauvages
avec un taux de mortalité qui avoisine le plus souvent les 100% dans les exploitations familiales ou entreprises avicoles. Prenons les notes à travers ce focus sur la maladie réalisé par Eringele. Votre poulet au canard qui respire mal, qui connaît une toux sèche ou grasse et des troubles oculaires, pensez d'abord à la maladie de Newcastle et allez voir un vétérinaire. La maladie de Newcastle est une maladie virale très contagieuse de la volaille qui entraîne d'énormes pertes. On l'appelle la peste aviaire à raison du fait qu'elle est endémique dans de nombreux pays. La maladie de Newcastle est chaque année un fléau qui fait des ravages dans les exploitations familiales. La mortalité est très élevée qui peut atteindre même jusqu'à 100% de mortalité dans des élevages. Causée par le virus du même nom, cette épizootie a été identifiée pour la première fois sur l'île de Java, en Indonésie, en 1926, avant d'investir Newcastle en Angleterre l'année suivante et se répandre à travers la Grande-Bretagne. Il y a plusieurs types de symptômes, les symptômes nerveux. Nous avons les cas de paralysie, des symptômes d'abord digestifs qui se manifestent par la diarrhée, des torticolis. La transmission se produit à travers l'exposition aux excréments, aux sécrétions nasales, buccales ou oculaires d'oiseaux domestiques ou sauvages infectés, ou par le contact avec les aliments, l'eau, du matériel ou des vêtements contaminés. Nous avons deux types de vaccins. Nous avons par exemple le cas des vaccins vivants atténués. Nous avons également le NDI2, des mesures de biosécurité, c'est-à-dire éviter les entrées de nouveaux animaux dans vos élevages et puis isoler les malades des animaux sains. Seule la vaccination contient cette maladie qui est également transmissible à l'homme. Et d'autant que plus de 500 000 volailles seront vaccinées dans le septentrion. Et je vous l'annonçais en titre, plus d'une centaine d'étudiants camerounais au Maroc sont en grande difficulté. L'État ne leur verse pas leur bourse annuelle, estimée à 900 000 francs CFA, laissant certains sans fonds depuis des années. Malgré leurs appels répétés à l'ambassade, leur situation reste critique. Joël Diom 3 nous rapporte leur calvaire. Avec enthousiasme, ils ont quitté le Cameroun, laissant leur famille, bourse d'études en poche pour le Maroc. Seulement, l'expédition estudiantine marocaine s'est transformée en cauchemar. La bourse annuelle d'études promise par l'État s'élevant à 900 000 francs CFA par an arrive au compte-gouttes pour certains. D'autres, arrivés en 2022, n'ont jamais touché le moindre copec. Vivant à l'étranger sans ressources, le poids de la galère écrase leurs espoirs. Parce que notre situation ici, je ne le souhaite à personne. Nous sommes psychologiquement à bout. Beaucoup d'entre nous n'arrivent même pas à se nourrir correctement, ni à se soigner quand on est malade. C'est vraiment très grave. Nous implorons l'aide de notre ministère. Nous implorons leur action. Après de nombreuses requêtes individuelles et collectives infructueuses, déposées à l'ambassade du Cameroun au Maroc pour alerter sur leur conditions de vie précaires, ces étudiants ont entrepris de manifester devant leur représentation diplomatique, comme l'attestent ces images des vidéos amateurs tournées le 12 mai dernier. L'engouement suscité par ce voyage d'études s'effrite comme un château sur du sable. Notre gouvernement nous a dit « Allez conquérir le monde, revenez développer le Cameroun ». Comment peut-on conquérir le monde quand on n'a même pas un toit pour dormir? Aujourd'hui, certains d'entre nous dorment dehors. Loin de leur famille, même se nourrir pour ces étudiants camerounais est devenu un luxe. Ils sont pour certains en cycle ingénieur de 6 ans et pour d'autres en licence fondamentale de 3 ans au Maroc. Nous sommes ici dans la paix, mais aussi dans la douleur, pour vous adresser un cri du cœur. Nous vous demandons simplement de nous permettre de vivre avec dignité, de continuer nos études sereinement et de pouvoir représenter notre pays avec fierté. Alertés il y a une semaine, nous saisissons la cellule de communication du ministère de l'Enseignement supérieur. Promesse nous est faite d'organiser une rencontre avec un responsable de la direction des bourses pour y voir plus clair. Puis, un silence des cimetières, malgré nos relances par message interposé. Jusqu'à la réception de ce message pas du tout rassurant, après une énième relance, ce 4 juin. Bonjour, la demande a été transmise au ministre d'État et nous attendons son retour et instruction vers le responsable autorisé à s'exprimer. Entre-temps, ces jeunes compatriotes étudiants boursiers de surcroît continuent de broyer du noir.
au Maroc. Et juste après ce reportage, nos équipes ont finalement pu rencontrer le directeur de l'assistance des œuvres universitaires au ministère de l'Enseignement supérieur. Wana Litumbe Teresa parle des blocages pouvant conduire à ces retards de paiement des frais de bourse. Nous aurons l'occasion de l'écouter dans nos prochaines éditions. Gros plan à présent sur les diplômes étrangers au Cameroun. La commission d'évaluation vient de boucler ses sessions et le verdict est tombé sur 2883 dossiers. 2854 équivalences ont été validées. Mais attention, l'opération a aussi permis de mettre la main sur une vingtaine de faux diplômes et de rejeter une dizaine de dossiers pour diverses raisons. Joël John 3 et Raoul Ngoufo. Après des études à l'étranger, des Camerounais désireux de s'insérer professionnellement au pays doivent soumettre leur diplôme en ligne ou physiquement pour examen auprès de la Commission nationale d'évaluation des formations dispensées à l'étranger. Pour vérifier la régularité, la reconnaissance du programme et s'assurer que l'autorité compétente en la matière devrait connaître l'existence de ces dossiers. Réunis ce 4 juin à Yaoundé, la commission a examiné 1444 dossiers soumis, obtenus dans 38 pays à l'occasion de la 116e session. Et pour la 117e, les 1439 dossiers soumis ont également été scrutés. Au total, sur les 2883 dossiers soumis à l'attention de la commission, présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et coprésidée par le ministre de la Fonction publique, tous deux représentés, 2854 équivalences sont octroyées, 17 faux diplômes détectés, 10 rejetés avec pour motif diplôme à caractère religieux et formation non diplômante et un diplôme en instance et un supprimé. Des statistiques qui démontrent la rigueur et la volonté de cette commission à jouer son rôle de sentinelle. Le conseil d'administration de la Société de recouvrement des créances SRC réuni en 4 juin 2025. La créance nationale de la Cameroun sous le titre de l'honorable Bapoli a examiné la campagne des informations qui accourent sur la Société de recouvrement des créances et ses dirigeants la condamnent avec fermeté, révèle qu'elle est malveillante et découle de l'ignorance des missions de la SRC. Le conseil d'administration renouvelle sa confiance à Madame le directeur général et son personnel et les exhorte à poursuivre avec engagement et détermination leur mission de recouvrement de créances. Communiqué signé du président du conseil d'administration ce 4 juin à Yaoundé. Améliorer le secteur du transport aérien sous-régional, mettre l'accent sur la qualité de la formation des inspecteurs pour une harmonisation, une connexion et circulation des avions dans la sous-région. Cela préoccupe l'agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale. Les ministres des Transports de la sous-région sont en conclave depuis ce 4 juin à Douala pour cette cause. Voyons tout cela avec Fatima Ndale et Marus Kosso. Ça cogite. Les ministres des Transports des pays de l'Afrique centrale pensent l'harmonisation de la sécurité aérienne sous-régionale. 5 des 6 pays de la CEMAC ont déjà intégré le paiement de la redevance initiée en février 2024. De nouvelles ressources qui impliquent la révision budgétaire. Le recouvrement de ces ressources sont devenus effectifs dans 5 pays. Et je pense qu'il reste le Gabon. Et bientôt, la mise en œuvre sera effective. Et c'est dans cette circonstance que nous nous sommes réunis pour réviser le budget de ASAC en tenant compte de ces nouvelles ressources. La sécurité aérienne se présente comme gage d'une aviation civile meilleure. Se mettre ensemble pour un contrôle efficient du ciel. Et dès le 31 décembre 2026, tout va basculer. Ce n'est pas seulement une union de façade. Nous sommes aujourd'hui la 2e sous-région au monde, la première en Afrique à avoir des règlements communautaires communs.
à l'ensemble de nos 6 États. Tous les États de notre sous-région devront avoir basculé vers cette réglementation communautaire au 31 décembre 2026. Venus du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Tchad et de la RCA, les jalons sont posés pour une sécurité aérienne harmonisée, pour un ciel sûr et intégré. Du sport à présent, plus aucun espoir pour Union de Douala. Après leur défaite face à Stade Renard de Melan, le maintien des Lituanes semble compromis. Cette rencontre marquait la fin de la 26e journée de championnat. Tout comme les Nassara Gamakai, les Astres de Douala ont subi le même sort. Wilfried Gomse et Luciano Diaco. Pour la première fois de son histoire, Union de Douala va évoluer en Élite 2. Bonaventure Djonkep et ses hommes n'ont pas pu faire le poids cet après-midi face à Stade Renard de Melan au cours d'un match décisif. La victoire offerte aux visiteurs de Melan par Alexis Asso-Ako et Jamis Samuel Ango Ibele, buteur de la rencontre à la première période, remet en confiance le groupe porté par le capitaine, le grand Thomas Cuissy, auteur d'un match irréprochable. Satisfait parce que nous-mêmes, on n'était pas encore en sécurité. Il fallait gagner ce match pour être en sécurité. Je crois que nous pouvons, n'est-ce pas, faire l'honneur du maintien déjà. Avant le désespoir des Nassara Kamakai, Astre de Douala a connu la même désillusion après une domination 2-0 contre Aigle du Mungo. Parce que cette victoire va peut-être permettre de repenser vivement qu'on peut se maintenir. Il fallait gagner aujourd'hui pour reprendre confiance. C'est ce qu'on a fait, on dit bravo aux gens. On a appelé les gars de la maison pour venir jouer quand on ne s'entraîne pas. On fait 10 jours sans entraînement parce que les gars sont en situation de grève. Il faut sensiblement 6 points, il nous reste 4 matchs. Ça va être difficile. S'ils continuent toujours à être à la maison, il faut les appeler au téléphone. C'est des pachas, c'est des sénateurs, n'est-ce pas? On se plie à leur décision. La 26e journée du championnat national Élite Douane s'est refermée sous un gros fiasco des équipes de Douala. Allons à présent à l'étranger. En Côte d'Ivoire, les exclusions des opposants de la liste électorale suscitent de vives réactions à l'approche de la présidentielle. Le Libéria et la RDC ont été élus membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Et au Soudan du Sud, les femmes célèbrent la journée du casque bleu. L'île Piediou, Calvin Tekames Calmonde. À l'approche de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025 en Côte d'Ivoire, plusieurs personnalités majeures de l'opposition ont été rayées de la liste électorale, suscitant de vives réactions. Parmi elles, figure Tidjane Thiam, ancien directeur général de Crédit Suisse et cadre du PDCI, exclu en raison de sa nationalité française au moment de son inscription, malgré sa renonciation récente à cette nationalité. L'ex-président Laurent Gbagbo ainsi que Charles Blé Goudé et Guillaume Soro, tous anciens leaders politiques, ont également été retirés de la liste pour des motifs liés à des condamnations passées ou à des décisions judiciaires. Ces exclusions sont dénoncées par l'opposition comme des mesures arbitraires destinées à fragiliser la compétition démocratique. Elles ravivent les tensions dans un pays où la stabilité politique demeure fragile. Par ailleurs, le président sortant Alassane Dramane Ouattara n'a pas encore confirmé officiellement sa candidature, même si son parti, le RHDP, prépare son investiture pour un éventuel 4e mandat. Cette situation soulève des interrogations sur la transparence et l'équité du processus électoral en Côte d'Ivoire à moins de temps. Lors de la récente session de l'Assemblée générale des Nations unies, le Libéria et la République démocratique du Congo ont été élus membres non permanents du Conseil de sécurité pour un mandat de 2 ans, qui débutera en janvier 2026. Cette élection est une reconnaissance importante de la place croissante de ces 2 pays africains sur la scène internationale. Leur participation au Conseil de sécurité offrira au Libéria et à la RDC
une tribune privilégiée pour défendre les intérêts du continent africain, notamment dans la gestion des crises sécuritaires, la promotion de la paix et la lutte contre le terrorisme. Ces deux nations font face à des défis majeurs. La RDC est confrontée à des conflits persistants dans l'est du pays, tandis que le Libéria poursuit sa reconstruction post-conflit et la consolidation de la paix. Des centaines de femmes sud-soudanaises réunies sur la place de la Liberté à Yambio, dans l'état de l'Équatoria occidental, pour célébrer la journée internationale des casques bleus. Cet événement a mis en lumière les efforts d'autonomisation des femmes, la promotion de l'égalité des sexes et la consolidation de la paix. Et avant de refermer ce journal, ils avaient été piégés à distance par le mirage d'un emploi doré au Cameroun, et des Congolais et Malgaches, une fois sur place, ont été réduits pendant un mois au silence des chaînes invisibles de la traite humaine. Et ce mercredi, dans une totale liberté, ils ont repris le chemin de leur patrie. Un voyage retour chargé d'émotions. Les détails dans ce reportage de Arnaud Gueffak et Luc Vandor. Tous prêts, valises rongées pour le retour en terre patrie. 14 Congolais et Malgaches, psychologiquement blessés mais debout. Ils repartent comme ils étaient venus chercher une vie meilleure. On leur avait promis des contrats mirifiques sous les néons d'un Eldorado camerounais. À la place, ils ont trouvé l'enfer 5 mois durant dans un coin de Yaoundé. La gendarmerie alertée a fait le nécessaire. La gendarmerie nationale a pu les libérer et instruction a été donnée par monsieur le secrétaire d'État à la gendarmerie nationale de les conduire à notre centre médical où durant tout leur séjour, ils ont été pris en charge sur le plan médical, sur le plan hébergement, sur le plan alimentation. Évidemment avec l'aimable concours de l'Organisation internationale des migrations. Ils étaient tenus en respect dans des pièces closes, des coups, des cris étouffés, des messages d'extorsion envoyés à leurs familles en pleurs. Au bout de la chaîne de ce trafic odieux, des visages désespérés, épuisés, tenus en otage, non seulement physiquement, mais psychologiquement. Donc nous avons trouvé qu'il y avait quelques petits problèmes de santé sans réelle gravité, mais le principal problème était surtout d'ordre psychologique. C'est pour ça que pendant tout leur séjour, nous avons essayé de leur apporter ce soutien psychologique. Et ce mercredi, le bus quitte le centre hospitalier pour l'aéroport de Sibalène. Là-bas, les formalités ont été allégées, comme pour ne pas alourdir davantage leur fardeau. Devant les regards mêlés de larmes et de sourires, ils ont fait leurs adieux à ce pays qu'ils n'oublieront jamais. Je suis très heureuse de rentrer. Donc d'abord, moi je suis malgache et je vais rentrer à Madagascar. Le gouvernement camerounais nous a traités vraiment très bien. Et nous remercions vraiment le chef de l'État, Paul Biya. Leur retour est un avertissement pour les naïfs, un électrochoc pour les autorités et une honte pour les bourreaux, y compris ceux tapis encore dans l'ombre. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Le condensé de ce journal à suivre sur notre chaîne Star News. Et inscrivez-vous étoile 031 étoile 31 dièse. Ne bougez surtout pas. À partir de 20h35, retrouvez le programme Tranex, une chance en or. Le tirage au sort fera 3 gagnants de voitures. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir. Face à leurs homologues camerounais, des parlements